Alors, rebonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième partie sur la capsule résumée du MPOC. C'est la deuxième vidéo. Si vous n'avez pas visionné la première vidéo, avant de voir celle-là, ça se peut que vous compreniez moins bien certains éléments qui sont présentés. Alors, je vous recommande fortement de voir la première vidéo sur le MPOC. Dans cette deuxième partie, on va présenter dans un premier temps l'oxygénothérapie pour la clientèle atteinte de MPOC. Ensuite, on va présenter les différents traitements, thérapies qu'on peut apporter à cette clientèle-là. Dans un troisième temps, on va parler du rôle des responsabilités de l'infirmière dans les soins prodigués à une personne atteinte de MPOC. Et pour finaliser la présentation, je vais vous donner un petit exercice à faire. Donc, sans tarder, on va continuer. Donc, l'oxygénothérapie chez un patient atteint de MPOC. Ce sujet peut présenter une certaine réflexion pour la plupart des infirmières, puis peut susciter un peu d'angoisse, principalement reliée à la narcose au dioxyde de carbone qui est susceptible d'affecter les patients MPOC à qui on administre de l'oxygène. On va en discuter dans cette partie, mais dans un premier temps, j'aimerais ça vous présenter le mécanisme respiratoire normal pour une personne qui n'est pas atteinte de MPOC. Donc, pour une personne non MPOC, le mécanisme respiratoire ressemble à ça. Donc, le déclencheur, c'est une augmentation de dioxyde de carbone au niveau sanguin qui va aller stimuler à son tour, qui va provoquer, parce que le dioxyde de carbone est un gaz qui traverse la barrière hémato-encéphalique, c'est quelque chose qui va aller traverser cette barrière et qui va diminuer le pH du liquide céphalo-rachidien, qui lui, à son tour, va aller stimuler les chimiorécepteurs au niveau de notre centre respiratoire qui se situe au tronc cérébral. Et les chimiorécepteurs sont un peu comme les papilles gustatives que nous avons sur notre langue. C'est eux qui vont réagir à la diminution du pH, donc à une acidification du liquide céphalo-rachidien, et que, à son tour, cette stimulation va provoquer une augmentation de la fréquence et une augmentation de l'amplitude respiratoire. Donc, pour essayer d'éliminer le plus possible de CO2, on va respirer plus vite, puis plus profondément, puis pour expulser le plus possible le CO2. Ça, c'est le mécanisme respiratoire chez quelqu'un qui n'est pas atteint de MPOC. Maintenant, on va transposer cette situation à quelqu'un de MPOC. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, quelqu'un qui est atteint de MPOC présente une hypercapnie et une hypoxie chronique. Donc, une quantité de CO2 très élevée dans le sang, puis un niveau d'oxygène très bas dans le sang. Alors, le cerveau étant le merveilleux instrument d'adaptation qu'il est, va diminuer sa sensibilité à ce stimulus. Fait qu'il va diminuer la sensibilité des chimiorécepteurs au niveau du centre respiratoire qui est dans le tronc cérébral. Alors ça va plus devenir vraiment un élément déclencheur pour la fréquence et l'amplitude respiratoire. Puis à la place, le déclencheur ça va être changé pour l'oxygène, le pourcentage d'oxygène au niveau du sang artériel.
ceci va devenir le nouveau déclencheur pour le réflexe de respiration. Donc, supposons que une personne en exacerbation de MPOC se présente à l'urgence et présente une saturation de 84% d'oxygène. Alors, l'infirmière qui accueille ce patient panique un peu, puis va lui mettre, veut pas que la patiente désature, fait qu'elle va lui mettre un ventimasque 25% au visage, puis va enclencher à fond l'oxygène. Alors, qu'est-ce que ça va enclencher chez la personne, chez la patiente MPOC? Ça va envoyer un message, le niveau d'oxygène dans le artériel va augmenter, ce qui va dire au cerveau, hey, on a plein d'oxygène, on n'a plus besoin de faire un effort de respiration, ce qui va déclencher dans son tour une diminution de la fréquence et une diminution de l'amplitude respiratoire. Et c'est ce qui cause la fameuse narcose respiratoire au CO2. Alors, maintenant une question que je suis sûr qui est sur toutes vos lèvres. Est-ce que c'est sécuritaire d'administrer de l'oxygène à quelqu'un atteint de MPOC? Alors, la réponse est oui, c'est sécuritaire, mais il faut y aller avec prudence. Puis je vais vous expliquer un peu les principes de base associés à l'oxygénothérapie pour quelqu'un atteint de MPOC. Alors, souvent les clients qui sont atteints de MPOC vont avoir de l'oxygène pour de très longues périodes de temps dans la journée. Alors, c'est important d'humidifier le plus possible l'oxygène avec de l'eau stérile. C'est important pour que ça n'assèche pas le pharynx, le nasopharynx, les muqueuses respiratoires. C'est important de penser au confort de nos patients, puis d'humidifier l'oxygène qui leur est administré. Deuxième précaution, ne jamais utiliser des produits à base de pétrole. Aucun produit est recommandé quand quelqu'un a de l'oxygénothérapie. On ne peut pas utiliser des produits à base de pétrole. Si vous vous souvenez de votre bonne vieille pyramide de feu, il faut 3 éléments pour déclencher un feu: un milieu riche en oxygène, une source de chaleur, puis un élément combustible. Donc, comme on avait mentionné, l'oxygène assèche beaucoup les muqueuses respiratoires. C'est très tentant pour les patients de se mettre un peu de vaseline dans les narines. C'est aussi tentant s'ils ont la peau, visage sèche. Il y en a qui se mettent de l'huile minérale sur la peau, d'huile de bébé. C'est vraiment contre-indiqué. Ce sont des produits qui sont flammables. Alors, voilà, les produits à base de pétrole rentrent dans nos combustibles. De l'oxygène, ils en ont sur les narines. Puis l'oxygène reste très longtemps si la personne porte un pullover en laine ou quelque chose qui peut absorber l'oxygène, ou s'il s'agit d'un monsieur avec de la barbe, c'est quelque chose qui peut absorber très bien l'oxygène et peut le stocker. Fait qu'il faut juste une petite source de chaleur pour que le tout saute et brûle et la personne se ramasse avec des brûlures au 2e et au 3e degré au niveau du visage puis au niveau des muqueuses respiratoires. Donc, aucun produit à base de pétrole. Ce qui nous amène aussi à notre 3e point: pas de vapotage et pas de fumage autour de l'oxygène. C'est contre-indiqué même pour un visiteur dans une autre pièce, sur un autre étage de votre maison, avec la porte fermée, de fumer. S'il y a une bonbonne d'oxygène dans la maison, c'est complètement contre-indiqué. Peu importe que le rationnel que les gens vous donnent, que c'est sécuritaire de vapoter ou de fumer, c'est vraiment contre-indiqué. On ne joue pas avec le feu
faut vraiment que la personne sorte à l'extérieur de la maison. Si elle veut fumer, elle ne fume pas à l'intérieur. Puis la personne qui a de l'oxygène en permanence ne devrait pas fumer. Un point, c'est tout, parce que lorsqu'elle fume, elle n'améliore pas du tout sa qualité de vie, ni la santé de ses poumons. Et il n'y a aucun bénéfice de donner l'oxygène à quelqu'un qui fume. Zéro bénéfice. Dans un quatrième temps, prioriser des faibles débits d'oxygène lorsqu'on donne ça. Pas de ventimasque avec des fortes concentrations d'oxygène. Favoriser les lunettes nasales avec des débits inférieurs à 3 litres par minute. Et toujours se référer au médecin dans le doute de demander une expertise médicale. C'est pas du tout une mauvaise idée dans le doute, surtout avec le client MPOC qui aurait besoin d'oxygène. Alors, on évite de donner des trop fortes concentrations d'oxygène dans ce cas-là. Pour ce qui est des traitements, pour les clients atteints de MPOC, une des premières choses qu'on va jouer dessus, si vous vous souvenez, dans la première vidéo, on avait parlé de l'étiologie de la maladie, les facteurs modifiables et non modifiables. Alors, c'est très important de jouer sur les facteurs modifiables. Et le plus important dans les changements des habitudes de vie, c'est la cessation tabagique. D'où l'importance de l'implication infirmière. C'est notre travail de coacher le patient, de lui donner les ressources disponibles. Il y a plusieurs outils maintenant qui sont disponibles pour aider les patients dans leur démarche de cessation de tabac, notamment la thérapie de remplacement de la nicotine. Ça, c'en est une. Les pastilles Thrive, les gommes Nicorette, le bromiseur. Tout ça, ça peut être prescrit par des infirmières. Alors, c'est important de les consulter et de leur demander conseil là-dedans. Il y a aussi des outils virtuels, des sites Internet, des lignes téléphoniques qu'on peut utiliser pour consulter des professionnels dans ce domaine, notamment la ligne 1-800-JARRETTE. C'est très important de ne pas hésiter de faire appel à ça parce que c'est ça qui va avoir le plus gros impact sur la santé de quelqu'un atteint de MPOC et ça va vraiment ralentir l'évolution de la maladie et améliorer sa qualité de vie. Deuxième facteur qui peut contribuer dans le changement des habitudes de vie, c'est l'exercice physique. C'est important de ne pas rester à la maison assis à rien faire. Il faut bouger, il faut se mobiliser, il faut faire travailler les muscles accessoires respiratoires. C'est très important et le ministère recommande 150 minutes d'exercice par semaine. C'est sûr qu'avec cette clientèle-là, il faut baliser un peu cette quantité. Il faut privilégier à la place selon tolérance au début parce que c'est une clientèle qui a beaucoup de discipline à l'effort. Donc, il ne faut pas trop les surstimuler parce qu'ils ont une chance de se décourager dès le début. Ce n'est pas ça qu'on veut, mais il faut vraiment les encourager, les soutenir dans leur démarche pour faire de l'exercice physique. Deuxième élément, les exercices respiratoires. Les exercices respiratoires sont, moi je recommande à tous les patients de faire tous les matins un exercice respiratoire qui s'appelle la toux contrôlée.
La toux contrôlée permet d'expulser le plus possible les sécrétions qui sont restées prises dans les poumons. Alors, pour faire cette technique, on demande au patient de prendre un oreiller, de le tenir, de le serrer contre son abdomen, puis avec tout l'effort qu'il a de tousser, tousser, tousser très fort pour pouvoir sortir, expectorer tout le mucus qu'il a dans ses poumons. Alors, c'est important de leur dire de garder la boîte de mouchoirs pas trop loin lorsqu'ils font cet exercice parce que ça se peut qu'il y a beaucoup de sécrétions qui remontent. Puis ça commence très bien la journée. Et le deuxième exercice respiratoire, c'est l'exercice de respiration à lèvres pincées. Cet exercice, il s'agit de contrer la dyspnée lorsqu'on fait un effort physique. On va expulser le plus de CO2 possible en faisant cet exercice. Alors quand une personne, par exemple MPOC, monte les marches, puis rendue à la 8e marche, elle se trouve vraiment en détresse au niveau de sa respiration, c'est important de lui dire de s'asseoir sur la marche et de vraiment faire les respirations à lèvres pincées, c'est-à-dire de pincer ses lèvres et de souffler, puis essayer de prolonger l'expiration le plus possible. Puis on souffle comme si on essayait de souffler sur une bougie pour éteindre la bougie ou sur une chandelle de gâteau d'anniversaire. C'est le même principe. Alors ça peut vraiment réduire le temps de récupération après un effort physique, puis ça leur apporte un bien. Fait que ça, c'est les deux exercices respiratoires qu'on peut recommander à notre clientèle MPOC. Ensuite, on a la pharmacothérapie. Je n'ai pas passé en détail sur tous les médicaments qui sont disponibles pour cette clientèle parce qu'il y en a énormément, puis chacun a des mécanismes d'action différents. Mais je vais juste faire un petit survol rapide sur les principales classes de médicaments qu'on peut donner. Donc, dans un premier lieu, il y a les BACA, c'est-à-dire les bronchodilatateurs à courte action. Ça, c'est les médicaments en exemple qu'on peut appeler Ventolin, qui est un bronchodilatateur qui a une courte action et qu'on va devoir prendre au moins 4 fois par jour pour avoir un effet thérapeutique suffisant. Puis souvent, c'est prescrit au besoin. Ensuite, on a les BALA, bronchodilatateurs à longue action. Ça, c'est les médicaments qu'on prend une fois par jour, le matin. C'est souvent des capsules avec de la poudre dedans, qu'on va perforer la capsule et qu'on va inhaler. Puis ça a un effet sur toute la journée. Donc, on a juste besoin de prendre une fois par jour et c'est le matin. Pour donner des exemples de ça, il y a le Spiriva. Il y a aussi la nouvelle génération qui s'appelle Cibri. Ensuite, on a les corticostéroïdes. Ça, c'est des médicaments à base de stéroïdes qui vont aller réduire l'inflammation au niveau du tissu pulmonaire. Donc, quand le médicament est inhalé, il va avoir une action directe sur le tissu qui touche, et ça va provoquer une réduction de l'inflammation. Fait que, pour donner un exemple, on a le Flovent, qui est un corticostéroïde qui est inhalé. Puis il y a aussi de la thérapie orale qu'on peut prendre, de la prednisone par exemple, lorsqu'on est en exacerbation d'MPOC. Ça se peut que le médecin prescrive une thérapie orale pour accélérer la réduction de l'inflammation au niveau du tissu pulmonaire. Et pour avoir nommé tous ces médicaments, il existe aussi des médicaments aérosols qui sont une combinaison de BACA et de corticostéroïdes, notamment l'Advair ou le Symbicort. Maintenant, pour la responsabilité
très important avec cette clientèle-là. Ils ont l'importance de notre rôle avec ces clients-là prend toute la place. C'est vraiment une clientèle qu'on peut avoir un très gros impact au niveau de la qualité de leur vie. On peut provoquer des changements très importants dans leur vie. Alors, c'est important de s'investir. Notamment, les responsabilités infirmières, c'est une évaluation et une bonne surveillance de l'état de santé de ce patient. Notamment, on parle d'un examen tête aux pieds quand les patients sont hospitalisés, surveillance des signes vitaux, incluant la saturation, de l'état respiratoire, donc s'attarder à la fréquence, l'amplitude, si c'est une respiration superficielle ou non, c'est important de le documenter. Tous les signes et symptômes connexes à l'état respiratoire, présence de toux ou d'expectoration et leurs caractéristiques, c'est important de bien évaluer ça. On a aussi les résultats de laboratoire. Donc, surveiller les résultats de gaz artériel, la formule sanguine complète, etc. pour voir si les globules blanches sont en augmentation et si le sang, il y a des changements au niveau du pH, du gaz carbonique et aussi du bicarbonate. C'est important de garder un œil là-dessus. Puis, je ne l'ai pas mentionné dans les surveillances de l'état respiratoire, mais est primordial une auscultation pulmonaire, très important de bien surveiller les bruits adventistes qui se produisent avec cette clientèle-là. C'est sûr que c'est très normal pour ce client d'avoir des bruits adventistes, compte tenu qu'il y a toujours du mucus emprisonné au niveau pulmonaire. L'important, c'est de pouvoir bien surveiller s'il y a des changements au niveau de la ligne de base du patient. Toute augmentation de l'intensité ou apparition de nouveaux bruits adventistes, c'est très important que l'infirmière soit au parfum de ça. Ensuite, un autre rôle très important qu'on a à jouer avec cette clientèle-là, c'est l'enseignement. C'est très important. La plupart des patients dans cette situation-là se trouvent dépourvus. Ils ont beaucoup de questions. Ils ont de la difficulté à voir la lumière au bout du tunnel. C'est très important de compléter les manques des informations qu'ils ont. C'est très important d'apporter des compléments puis de combler les trous dans leurs connaissances avec de l'enseignement. Et c'est là que toute l'importance du rôle de l'infirmière apparaît. Vraiment tout leur enseigner comment fonctionnent leurs médicaments, la prise adéquate de ces médicaments-là avec une chambre une aérochambre, par exemple lorsqu'on prend le Ventolin, leur expliquer la physiopathologie, les mécanismes de tous leurs médicaments, puis d'expliquer pourquoi ils se sentent comme ça, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur sort. C'est très important d'outiller nos patients pour améliorer leur état de santé. Puis c'est toute l'importance de donner le pouvoir, le empowerment au patient et que le patient prenne sa santé par ses deux mains puis vraiment travaille activement à améliorer sa santé. Alors c'est très important l'enseignement de l'infirmière. Et je vais finir les responsabilités infirmières avec l'encouragement et le suivi. Ce n'est pas après une séance d'enseignement chez notre clientèle MPOC qu'ils vont tout retenir, tout comprendre, puis mettre en place les changements. Il y a beaucoup à retenir, il y a beaucoup à mettre en place, à modifier dans notre vie. C'est très envahissant comme diagnostic, c'est très perturbant aussi. Alors, c'est important de vraiment être le pilier de soutien de nos patients, de les encourager le plus possible et aussi de faire le suivi.
pas juste une séance puis c'est fini, vraiment s'assurer que à plusieurs reprises, on va aller renforcer l'enseignement qu'on a donné, on va aller revérifier, réévaluer et on va persévérer, persévérer, persévérer pour que nos patients apportent des changements importants dans leur style de vie pour avoir une meilleure qualité de vie.